Il est le visage qui a fait pleurer de rire des générations entières, une icône intemporelle, une tornade d'énergie brute dont les grimaces sont gravées au fer rouge de notre mémoire collective. Mais que se cache-t-il réellement derrière le masque grimaçant du comique préféré des Français? Avez-vous déjà imaginé que l'homme qui hurlait de colère à l'écran était en vérité rongé par une angoisse silencieuse et dévorante? Derrière les éclats de rire de millions de spectateurs, il y a la tragédie intime d'un homme qui s'est littéralement consumé pour son art, un homme dont le cœur, épuisé d'avoir tant donné, a fini par lâcher dans la solitude glaciale d'une nuit d'hiver. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans les ténèbres lumineuses de la vie de Louis de Funès. Oubliez le gendarme trépidant, oubliez le restaurateur colérique ou l'industriel tyrannique, nous allons explorer l'histoire d'une obsession, l'ascension douloureuse d'un artiste maudit par son propre perfectionnisme et la descente vertigineuse vers une mort qui l'a traqué sans relâche jusqu'aux grilles de son propre château. Comment le succès a-t-il pu devenir la propre condamnation à mort de cet homme si réservé? Pour comprendre l'ironie cruelle de cette destinée, il faut remonter bien avant la gloire, dans les ruelles sombres d'une époque où le nom de Funès n'évoquait rien d'autre que la misère et l'anonymat. Imaginez un jeune homme fluet, au regard fuyant, assis devant un piano désaccordé dans les cabarets enfumés de Pigalle, au cœur de la nuit parisienne. Pendant des années, sous les regards indifférents de clients éméchés, de noceurs et de filles de joie, Carlos Luis de Funès de Galarza martèle les touches en grimaçant pour arracher quelques sourires, et surtout quelques misérables pièces. Cette période de vache enragée, où il doit nourrir sa famille avec des cachettes dérisoires, va forger chez lui une peur viscérale, une terreur absolue, qui ne le quittera plus jamais, celle de manquer, celle de retourner dans l'ombre, celle de redevenir un individu transparent écrasé par la pauvreté. Pendant près de 20 ans, il va courir les auditions, accepter des centaines de petits rôles ingrats, de la simple figuration muette, prononçant parfois une seule phrase perdue au milieu d'un film, juste pour exister, juste pour survivre. L'humiliation est son pain quotidien. Il endure les producteurs méprisants, les réalisateurs qui ne voient en lui qu'un petit homme dégarni et sans envergure, les regards condescendants des grandes stars de l'époque qui l'ignorent superbement. Chaque refus, chaque rebuffade creuse en lui une flessure secrète. Mais cette blessure silencieuse se transforme peu à peu dans une rage de vaincre hors du commun. Il observe le monde, il scrute les mesquineries humaines, les tics des bourgeois autoritaires, la lâcheté des puissants face aux faibles et leur tyrannie face aux subordonnés. Il stocke méticuleusement toutes ces observations dans son esprit comme un alchimiste préparant une poudre explosive. Ce n'est qu'à l'aube de ses 50 ans, un âge où la majorité des comédiens songent à se retirer dans l'oubli, que le miracle et la malédiction s'entremêlent enfin de façon irréversible. L'année 1964 marque un cataclysme dans l'histoire du cinéma, avec le triomphe fulgurant du Gendarme de Saint-Tropez et de Fantomas. Louis de Funès devient soudainement, violemment, la plus grande vedette du pays. Mais ce succès inespéré, colossal, au lieu de l'apaiser, réveille tous ses démons enfouis. À présent qu'il est au sommet absolu, le vertige l'assaille nuit et jour. Et si tout arrêtait demain matin? Et si le public se lassait de ses grimaces? Cette angoisse dévorante devient le carburant de son génie, mais un carburant hautement toxique qui va ronger son organisme de l'intérieur. Observez attentivement son jeu, regardez ses chefs-d'œuvre à travers le prisme de cette angoisse indicible. Sa mécanique comique n'est pas fondée sur la légèreté joyeuse, elle est entièrement bâtie sur la tension extrême, sur la colère noire, sur la tyrannie paranoïaque, sur l'explosion nerveuse. Il ne joue pas la crise de nerfs, il la vit dans sa propre chair. Sur les plateaux de tournage, Louis de Funès est un volcan en perpétuelle éruption. Il exige des dizaines de prises, il s'énerve, il transpire à grosses gouttes, perdant plusieurs kilos à chaque film tellement il s'investit physiquement. Il pousse son corps à la limite absolue de la rupture. Prenez par exemple sa performance monumentale au théâtre dans la pièce Oscar. Ceux qui ont eu le privilège d'assister à ces représentations parlent d'un phénomène presque paranormal, d'une transe. De Funès était sur scène et il semblait défier les lois de la biologie humaine. Il improvisait, rajoutait des gags, étirait les scènes jusqu'à l'épuisement total de ses partenaires et du public, plongeant la salle dans une hystérie collective et suffocante. Mais derrière le lourd rideau rouge, dès que les applaudissements s'éteignaient, la réalité reprenait ses droits de la manière la plus brutale. L'homme s'effondrait sur une chaise dans sa loge, le souffle court, le visage d'une pâleur cadavérique, happé par le vide, la poitrine palpitante. Il se donnait si intensément qu'il lui fallait parfois des heures pour que son système nerveux redescende et qu'il retrouve un rythme cardiaque à peu près normal. Ce n'était plus du jeu d'acteur, c'était une performance sacrificielle.
Chaque mimique, chaque onomatopée gutturale, chaque trépiètement frénétique était une décharge électrique qui frappait directement son système cardiovasculaire. Sans s'en rendre compte, l'acteur hypothéquait sa propre vie, puisant dans son capital vital pour nourrir le monstre sacré qu'il était devenu aux yeux du monde. Même lors de ses plus grands triomphes populaires, comme l'immense succès historique de La Grande Vadrouille, où il forme avec Bourvil le duo le plus mythique du grand écran, l'angoisse ne le lâche pas d'une semelle. Contrairement à Bourvil, homme naturellement serein, foncièrement bienveillant et apaisé par l'exercice de son art, Louis de Funès est un écorché vif, une corde de violon tendue à l'extrême. Il est terrifié à l'idée que le long-métrage soit un échec. Il refait les scènes inlassablement. Il doute constamment de son propre talent. Il harcèle poliment mais fermement les techniciens et les réalisateurs pour que chaque millimètre de pellicule soit parfait. Sa quête insensée de perfection use prématurément son métabolisme. En privé, le contraste entre la superstar et l'homme est si vertigineux qu'il en devient profondément troublant. L'homme public hurle, gesticule et tempête sous les sunlights. L'homme privé, lui, ne rêve que d'un silence monacal. Loin des mondanités parisiennes qu'il abhorre et du strass d'un show business qui le même malaise, il se réfugie loin de tout, au château de Clermont, situé au Cellier en Loire-Atlantique. Là, derrière les hauts murs de cette forteresse isolée, entouré de sa femme Jeanne, son roc inamovible, son ancre dans la tempête, il redevient le châtelain mutique, l'aristocrate passionné de botanique et de nature. Il passe des heures entières à genoux dans la terre humide, les mains dans le terreau, à tailler ses rosiers avec la délicatesse d'un chirurgien, cherchant dans le parfum fragile d'une fleur la paix que le monde tumultueux des hommes lui refuse systématiquement. Il va même jusqu'à créer, avec la complicité d'horticulteurs, sa propre variété de roses, un symbole poétique pour un homme qui piquait à l'écran mais qui cherchait la beauté pure dans son jardin. Mais le répit bucolique n'est qu'une cruelle illusion. Le poison invisible du stress accumulé a déjà fait son œuvre dévastatrice dans ses artères fatiguées et le compte à rebours macabre a silencieusement commencé. Nous sommes à l'aube du printemps 1975. L'acteur de 60 ans est à l'apogée incontesté de sa puissance au box-office, préparant activement le film Le Crocodile, sous la direction de son complice Gérard Horry, une comédie grinçante où il doit incarner un dictateur sud-américain implacable. Le rôle exige une énergie athlétique, une folie physique inouïe, et De Funès s'y prépare avec la rigueur d'un champion olympique. Mais soudain, fin mars 1975, la mécanique s'enraye brutalement. Une douleur fulgurante, décrite comme un étau de fer, lui traverse la poitrine de part en part. Le diagnostic tombe, glaçant, net, sans appel. Un premier infarctus. Il est transporté en urgence absolue à l'hôpital Necker à Paris. L'angoisse le submerge. Mais le destin n'en a pas fini avec lui. Quelques jours plus tard, alors qu'il repose encore sur son lit médicalisé, fragile et diminué, l'inimaginable se produit de nouveau. Un second infarctus, encore plus foudroyant et dévastateur, vient frapper ce muscle cardiaque déjà meurtri. L'homme qui faisait battre le cœur de la France entière voit le sien vaciller dangereusement au bord du précipice. À cet instant précis, il frôle la mort d'extrêmement près, plongeant dans une zone d'ombre où tout aurait pu s'arrêter. Le verdict des cardiologues est formel et impitoyable. S'il continuait à tourner à ce rythme effréné, s'il continuait à s'épuiser dans des colères simulées, il signerait son propre arrêt de mort à très court terme. Le projet pharaonique du crocodile est immédiatement annulé. Et c'est précisément là que le milieu du cinéma, souvent cruel, froid et amnésique, dévoile son visage le plus hideux et le plus cynique. Du jour au lendemain, le roi intouchable du box-office, l'homme qui rapportait des milliards de francs, devient un paria dont tout le monde se détourne. Les grands producteurs s'enfuient lâchement, effrayés par le risque financier. Les compagnies d'assurance, ces maîtresses invisibles de l'industrie, refusent catégoriquement de couvrir un acteur qu'elles considèrent froidement comme un mort en sursis, un investissement à perte. L'industrie qui l'attend nourrit l'enterre vivant sans la moindre cérémonie. Pour Louis de Funès, cloîtré dans sa longue et douloureuse convalescence au Cellier, c'est l'effondrement psychologique total. Le silence qui s'abat soudain sur lui est d'une violence assourdissante. S'il ne peut plus jouer, s'il ne peut plus entendre ce public qui lui donne l'illusion de vivre, à quoi bon continuer à respirer? Il perd du poids. Son visage se creuse, son regard bleu acier se voile d'une mélancolie insondable. Mais le destin d'un géant ne s'achève pas sur une note aussi pathétique et résignée.
Un jeune producteur frondeur, audacieux et profondément admiratif, Christian Fechner, décide de défier la logique médicale, financière et institutionnelle. En 1976, il approche l'acteur déchu et lui propose le rôle magnifique de Charles Duchemin dans la satire L'aile ou la cuisse, face à l'étoile montante de la provocation Coluche. Devant le refus obstiné et définitif des assurances de garantir la fin du tournage, Fechner prend le pari fou, presque suicidaire, de tourner une grande partie du film sans aucune couverture, risquant sa propre ruine financière et sa carrière sur la survie d'un seul homme. Le retour inespéré de Louis de Funès sur un plateau de tournage tient du véritable miracle cinématographique. Mais c'est un miracle fragile, placé sous une très haute et constante surveillance médicale. Sur les plateaux improvisés, l'ambiance est lourde, chargée d'une tension palpable qui glace l'équipe. À quelques mètres seulement des caméras, une ambulance est garée, moteur tournant en permanence, prête à foncer vers les urgences. Un cardiologue scrute en continu le moindre souffle, le moindre rougeur, la moindre hésitation dans la voix de la star. Et Louis de Funès a changé, profondément. Le public immense qui se presse dans les salles obscures à l'automne 1976 découvre un homme physiquement amaigri, marqué par la proximité de la mort, au visage sculpté par la souffrance dont le dynamisme explosif légendaire est désormais bridé par la prudence imposée. Il ne peut plus courir dans tous les sens, il ne peut plus hurler jusqu'à s'en arracher les cordes vocales comme à la grande époque du gendarme. Alors, le génie s'adapte, il mue. Puisqu'il ne peut plus exploser vers l'extérieur, il va imploser de manière magistrale. Son jeu se fait subitement plus fin, plus intériorisé, plus nuancé, teinté d'une candeur indondable et d'une tristesse bouleversante qui transparaît derrière les sourires. Ce n'est plus seulement l'éclat de rire franc qu'il provoque, c'est une forme de tendresse infinie, presque paternelle. Le film est un triomphe majestueux, réunissant des millions de spectateurs, constituant une revanche éclatante et digne sur la cruauté de la maladie et sur ceux, si nombreux, qui l'avaient condamné prématurément. Mais la bête noire, tapie dans l'ombre de son propre thorax, rôde toujours, patiente. Les années qui suivent ressemblent à une marche funèbre, lente, digne et magnifique. Il tourne encore quelques œuvres marquantes, la Zizanie, l'Avare qu'il co-réalise, la Soupe aux choux, mais chaque journée de tournage arrachée au planning est une victoire éphémère sur la grande faucheuse. Il se sait intimement condamné, il sent physiquement que ses réserves d'énergie l'abandonnent inexorablement au fil des mois. Il se tourne alors de plus en plus vers la spiritualité. Profondément catholique depuis toujours, il puise dans sa foi ardente une force supplémentaire pour affronter l'inéluctable échéance. Il sait pertinemment que chaque nouvelle respiration est une faveur accordée par le ciel, un sursis miraculeux. Il passe de longues heures silencieuses dans la quiétude de son domaine inviolable à méditer sur la futilité absolue de la gloire, sur la vanité dérisoire des succès terrestres qui l'ont pourtant hissé au sommet de la reconnaissance culturelle française. Il confesse parfois à ses proches, d'une voix fatiguée, que le cinéma tout entier lui semble désormais bien dérisoire face à l'immense beauté d'une simple rose éclose au petit matin sous la rosée. Le coup de grâce psychologique, celui qui va briser ses ultimes défenses, survient en plein été 1982, sur le plateau surchauffé de ce qui sera son ultime long-métrage, Le Gendarme et les Gendarmettes. Son ami de toujours, le fidèle réalisateur Jean Giraud, avec qui il a partagé tant de triomphes et de batailles, s'effondre terrassé par la tuberculose en plein milieu du tournage. Pour Louis de Funès, c'est un choc d'une violence inouïe, un traumatisme insupportable. La mort vient de frapper brutalement à sa porte en prenant l'un de ses frères d'armes, l'un de ces rares hommes en qui il avait une confiance aveugle. En larmes, épuisé moralement, l'acteur doit puiser dans le tréfonds de ses réserves pour aider à terminer la réalisation du film à la place de son ami défunt. Ceux qui l'ont côtoyé de près dans cette époque sombre décrivent un homme littéralement hanté, flottant presque, dont le regard bleu acier semblait déjà percer le voile du réel pour scruter l'au-delà. L'hiver glacial tombe sur la France au début de la funeste année 1983. Nous sommes la journée du 27 janvier. Louis de Funès s'est retiré dans son sanctuaire inviolable du Cellier. Il a passé de douces fêtes en famille à la montagne quelques semaines plus tôt, mais l'altitude l'a profondément affaibli, l'obligeant à redescendre vers la plaine.
Ce soir-là, alors que la nuit noire et glaciale enveloppe lentement le domaine de Clermont, il se plaint à son épouse d'une fatigue immense, d'une lourdeur inhabituelle. Il décide d'aller s'allonger tôt, cherchant le repos. Le silence majestueux envahit les grands corridors du château endormi. Mais soudain, l'effroi déchire la nuit. La douleur revient fulgurante, terrifiante, écrasant sa poitrine comme un bloc de granit. Son cœur, ce cœur vaillant qui a tant donné, ce cœur fatigué, martyrisé par des décennies de colère simulée, de stress permanent et d'angoisse réelle de pauvreté, cède finalement sous la pression. Une crise cardiaque massive, la dernière attaque de l'ennemi intérieur. La panique s'empare instantanément du domicile familial. Une ambulance est appelée en extrême urgence, brisant le silence nocturne de ces sirènes hurlantes. Imaginez la scène, à la fois tragique, poignante et terriblement dérisoire face à la fragilité humaine. L'homme de loin le plus célèbre et le plus aimé de France, luttant désespérément pour aspirer chaque infime molécule d'oxygène allongée à l'arrière d'un véhicule médicalisé lancé à toute vitesse dans les routes de campagne, filant comme un éclair vers le centre hospitalier universitaire de Nantes. Les médecins tentent l'impossible pour réanimer cette icône qui s'éteint, mais il est trop tard. Les dommages sont irréversibles. À 20h30 précise, la machine complexe de son corps s'arrête définitivement. Louis de Funès rend son dernier souffle, loin des projecteurs, dans l'anonymat aseptisé d'une chambre d'hôpital. La terrible nouvelle s'abat sur le pays le lendemain matin comme une onde de choc sismique. La France entière se réveille brusquement orpheline de son roi du rire, de son clown majestueux. Tous les journaux, les télévisions, les radios font leur une sur cette disparition brutale, ressentie de manière unanime comme un drame national intime. Les funérailles, bien que voulues dans la plus stricte simplicité par la famille, attirent irrésistiblement plus de 3000 personnes qui s'agglutinent en silence sous un ciel lourd autour de la petite église du Cellier, venues pleurer en